Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir au nom de Juridim et au nom de la FDCI. Aujourd'hui, Juridim est une association qui regroupe des responsables et directeurs juridiques de l'immobilier. La FDCI, c'est l'Association française du droit de la construction et de l'immobilier dont Monsieur Hugues Perrinet-Marquet est le président. Nos deux associations qui sont par nature complémentaires, l'une composée uniquement de praticiens, l'autre d'universitaires. Encore cette distinction soit de moins en moins vraie puisque les universitaires sont très présentes dans la pratique. Ont établi donc un partenariat, ça fait maintenant, c'est notre troisième conférence. Ce partenariat a pour objectif de réaliser des petits déjeuners, et malheureusement, avec les conditions que vous connaissez, les petits déjeuners ne sont pas réels, sont des petits déjeuners virtuels. Et on espère avec Hugues Perrinet-Marquet qu'à partir de septembre ou peut-être au plus tard janvier 2022, nous pourrons avoir des vrais petits déjeuners avec du café, des tables et des croissants ou des petits pains au chocolat pour ceux qui préfèrent. Les deux dernières conférences que nous avions organisées, celle-ci est la troisième avant les vacances, les deux dernières conférences que nous avions organisées avaient les pieds bien plantés dans le réel, puisque la première portait sur les contrats et les contrats de construction et le Covid. La deuxième portait sur un sujet encore plus connu de tous, qui est l'achèvement, la réception, la livraison. Et puis aujourd'hui, on s'est dit qu'avec Hugues Perrinet-Marquet, qu'on pouvait faire un peu de prospective, un peu sortir du réel déjà vécu. Mais en fait, si on peut croire que le thème n'est pas d'actualité parce que la loi n'est pas encore votée, ce n'est ce n'est qu'une illusion. On est dans le réel depuis longtemps, peut-être depuis la loi SRU et même avant. Et la lutte contre l'artificialisation des sols n'est pas un sujet inventé depuis ce projet de loi, enfin cette loi qui est en navette entre les deux chambres. Mais c'est peut-être un déni de réalité. Si les gens ne s'intéressent pas encore à cette loi, c'est peut-être parce qu'on se dit tant qu'elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et tout le monde sait ou ressent les contraintes qui arrivent de plus en plus nombreuses, de plus en plus fortes, de plus en plus prégnantes sur nos opérations immobilières, sur les projets d'aménagement. Et puis, mais tant qu'elles ne sont pas présentes, on essaie de les oublier en se disant que peut-être la prochaine loi sera clémente. Ces contraintes sont toutes issues d'objectifs louables et quand on sait que, par exemple, tous les 10 ans, il y a un département français qui est artificialisé, selon les chiffres du ministère, on ne peut pas être contre l'objectif poursuivi par la loi. Et les acteurs de l'immobilier n'osent pas crier haut et fort que c'est toutes ces contraintes qui arrivent avec l'ensemble des règles d'environnement sont des contraintes qui viennent impacter directement leur modèle économique. Pour toutes ces raisons, nous avons donc avec le professeur Perrinet-Marquet, que je remercie encore pour sa présence, nous avons pensé qu'il était intéressant de faire un peu de prospective aujourd'hui, d'essayer de comprendre les ressorts de la future loi et avant de découvrir tous les commentaires qui ne manqueront pas d'arriver une fois la loi promulguée, les pires commentaires étant celles qui sont faites à la télé, évidemment, par les journalistes. Euh, et ce faisant, cette conférence et ça s'intéresse à une loi qui n'existe pas aujourd'hui, qui est la première partie de la loi a été votée, enfin une première fois a été votée par l'Assemblée, maintenant elle est devant le Sénat avec des modifications, et donc on prend le risque d'analyser un texte qui n'est pas définitif. Mais on peut penser que la navette entre les deux chambres ne va pas bouleverser totalement ce texte. La loi est divisée
en 6 titres qui claquent comme un programme politique. Je vous les donne: consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir et renforcer la protection judiciaire de l'environnement. Un vrai programme politique d'un candidat. Et nous, bien sûr, ce matin, nos 2 intervenants, les 2 professeurs, Pierre Soler-Couteau et Pierre Desmarquet, vont s'intéresser au chapitre Se loger, au titre Se loger. Ce matin, Pierre Soler-Couteau, justement, analysera plus particulièrement les dispositions contenues dans ce titre, sous le chapitre L'artificialisation des sols. Et ensuite, monsieur le professeur Hugues Perrinet-Marquet balayera cet inventaire à l'après-vert de plein de petits détails. Je ne pense pas qu'il verra tout, qui sont disséminés dans la loi et qui touchent différents codes, les 2 plus importants pour nous étant le CCH et le code de l'urbanisme. Et il y a d'autres codes qui sont touchés par un tas de petites mesures, rien que dans ce titre. Je ne parle pas des autres titres de la loi, évidemment. Avant de passer la parole à monsieur le professeur Pierre Soler-Couteau, je vous demande encore une fois de bien vouloir fermer vos caméras et fermer vos micros. Si vous aviez des questions, évidemment, le chat vous permet de les poser. Cette conférence devra durer au maximum jusqu'à 11 heures et je pense qu'un peu plus tôt, peut-être qu'on pourra répondre à certaines questions s'il y en avait. Alors, je m'adresse à vous, monsieur le professeur Soler-Couteau. La lutte contre l'artificialisation des sols n'est pas en tant que telle une idée nouvelle et on pourrait donc, comme je le disais, dire que l'objectif était déjà dans la loi SRU qui luttait contre la densification. Et puis, il y a eu d'autres grandes lois derrière que tout le monde connaît, notamment la loi ALUR qui est vraiment venue poser ce grand principe de densification, donc quelque part de la lutte contre l'artificialisation des sols. D'ailleurs, on en parle depuis au moins 2018 de manière très claire. Mais cette fois, on a l'impression, alors c'est peut-être une impression personnelle, on a l'impression que c'est vraiment sérieux et que quelque chose va vraiment changer. Est-ce une impression ou est-ce la réalité? Je vous passe la parole et je vous remercie. Merci, Monsieur Aguigui. Pour commencer, au risque de commettre une indiscrétion, je vois dans votre bibliothèque le Cantique des... Vous m'entendez là? Absolument, je vous entends très bien. On ne voit plus sur tout ça. Je voyais dans votre bibliothèque le Cantique des oiseaux de Laëlie Anvar et je dois dire que je me serais senti plus à l'aise de parler du Cantique des oiseaux que de la loi climat et énergie qui, on le disait tout à l'heure, ressemble un peu à une usine à gaz. Alors, Monsieur Gaillet, est-ce que je pourrais vous voir parce que ça m'aiderait là, je ne vois plus personne. Je suis là. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. J'ai un interlocuteur au moins. Bon, alors bon, le constat de départ, vous l'avez fait, on va aller très vite là-dessus. On le trouve bien détaillé dans l'étude d'impact de la loi. On vous dit que 3,5 millions d'hectares sont aujourd'hui artificialisés en France, soit 6,4% du territoire, que ramené à la population, c'est 15% de plus qu'en Allemagne et 57% de plus qu'au Royaume-Uni ou en Espagne. On nous dit qu'entre 20 000 et 30 000 hectares sont grignotés chaque année sur la nature et les terres agricoles, que l'artificialisation augmente presque 4 fois plus vite que la population, que l'habitat contribue à près de 50% du rythme d'artificialisation, les infrastructures 16%, les commerces et services marchands pour 5%, que tous les territoires sont concernés, y compris ceux dont la population décroît. La question était déjà à l'ordre du jour avec la loi Grenelle, enfin la loi SRU, bien sûr, et même avant, la gestion économe du sol, c'est pas une invention nouvelle. Ça a été accentué de loi en loi, et la loi Grenelle l'avait placé au cœur de son dispositif. Manifestement, c'est un message qui n'a pas été entendu. En atteste d'ailleurs, par exemple, l'annulation du PLU de Toulouse, qui montre bien d'ailleurs que que le juge a tous les instruments juridiques pour le cas échéant sanctionner un PLU qui n'irait pas dans le bon sens du point de vue de la gestion économe des sols. On se rappelle également de l'annulation du SCOT du bassin d'Arcachon exactement pour les mêmes raisons. Et dans ces conditions, on peut se poser la question de savoir pourquoi il faut une loi nouvelle avec une affirmation si rude du zéro artificialisation nette comme objectif à atteindre. Alors,
d'abord, arrêtons-nous un instant sur cet objectif de toute artificialisation nette des sols, le ZAN comme on dit maintenant, parce que, vous l'avez dit, finalement tout ça était à l'état latent dans la loi, depuis la loi SRU, et même avant, encore une fois, mais on a l'impression quand même que le législateur a voulu affirmer un changement de paradigme ou un changement de logiciel. C'est finalement, je n'ose pas dire que ce n'est que symbolique, mais enfin, il y a une dimension symbolique là-dedans. Et la meilleure preuve, c'est finalement la loi avec cette disposition dite de programmation, qui nous dit, article 47, hein, qui ne sera pas codifié, hein, qui restera dans la loi, comme l'objectif à tendre l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l'artificialisation des sols dans les 10 années suivant la date de promulgation de la présente loi doit respecter l'objectif de ne pas dépasser la moitié de la consommation d'espace observée sur les 10 années précédant cette date. Et la commission de l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale en première lecture ont précisé le texte en disant afin d'atteindre en 2050, donc on a un horizon, l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, le rythme de l'artificialisation des sols dans les 10 années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que sur cette période, la consommation totale d'espace observé soit inférieure à la moitié de la consommation d'espace observé sur les 10 années précédant cette date. Donc ce qui change, c'est cet horizon de 2050 avec objectif d'absence de toute artificialisation nette. Alors, d'ores et déjà, sur ce texte-là, on voit poindre une forme de position nuancée entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisque le Sénat, lui, dit « afin de tendre vers l'objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols en 2050, jusque-là ça va, à l'échelle nationale ». Donc déjà, il y a un problème d'échelle. À l'échelle nationale, le rythme de l'artificialisation des sols dans les années suivant la date de promulgation de la présente loi doit être tel que sur cette période, la consommation totale d'espace observé à l'échelle nationale, au cas où on n'aurait pas compris, soit inférieure à la moitié de la consommation d'espace observé sur les 10 années précédant cette date. Et donc, on a là deux choses, si vous voulez, dans la rédaction du Sénat qui montrent bien une divergence d'approche. On voit dans la rédaction de la commission du Sénat, et ça sera un fil conducteur de mon intervention, une intention d'essayer d'amoindrir la portée de l'objectif. Vous avez vu que la différence de rédaction, afin d'atteindre en 2050, ça c'est l'Assemblée nationale, afin de tendre vers l'objectif, ça c'est le Sénat. Donc déjà, il y a une nuance. Et puis, bon, l'échelle de l'appréciation, c'est l'échelle nationale. Ce qui change, je crois, pour prolonger ce que vous avez dit, M. Aguili, c'est que le législateur, jusqu'à présent, on a l'impression qu'il se passait sur le terrain des moyens. C'est-à-dire que les documents d'urbanisme avaient une obligation de moyens. On leur donnait un certain nombre d'outils pour parvenir à la limitation de la consommation du foncier, etc. Manifestement, j'ai l'impression que le législateur considère que finalement ces outils, en termes de moyens, n'ont pas été mobilisés de manière satisfaisante par les auteurs des documents d'urbanisme et on ne peut plus se contenter d'affirmer des principes de gestion économe des sols ou de limitation de la consommation foncière en laissant le résultat au bon soin des documents d'urbanisme. Non, il pose une obligation de résultat, cette fois en termes de chiffres, et c'est ce que j'appelais le changement de logiciel ou le changement de paradigme. Il y a quand même là quelque chose, mais on y reviendra. Alors, évidemment, se pose la question de la notion d'artificialisation. Qu'est-ce que c'est? Et ça va être déterminant, évidemment, pour les praticiens. Le projet de loi nous dit un sol est regardé comme artificialisé si l'occupation ou l'usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions. C'est relativement court. L'Assemblée nationale précise, un sol est regardé comme artificialisé si l'occupation ou l'usage qui en est fait affecte durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que son potentiel agronomique. Et on ajoute
ce qui peut être intéressant pour nous, pour vous, les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées, comme si ça avait besoin d'être précisé, mais on reviendra sur cette question qui est quand même relativement délicate. Alors le projet de loi et l'Assemblée nationale renvoient au décret au Conseil d'État pour préciser cette notion d'artificialisation, nous disant un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application, etc. Il établit notamment une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l'échelle fondamentale à laquelle l'artificialisation des sols doit être appréciée. Donc, je dirais qu'il va falloir être très attentif à la rédaction de ce décret, c'est l'évidence. Mais la Commission ajoute, au sein des documents d'urbanisme régis par la Commission du Sénat, au sein des documents d'urbanisme régis par le présent code, est considéré comme artificialisée une parcelle dont les sols sont principalement imperméabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement stabilisé et compacté ou constitué de matériaux composites, n'est pas considéré comme artificialisé une parcelle principalement constituée soit de surfaces naturelles nues ou couvertes d'eau, soit de zones végétalisées constituant un habitat naturel utilisé à usage de culture ou attenante au bâti. Et on voit, alors, indépendamment de la rédaction, on voit déjà, si vous voulez, cette espèce de méfiance, mais parfois aussi de l'Assemblée nationale, mais également du Sénat, vis-à-vis du renvoi au décret dont on a envie d'encadrer en quelque sorte les prérogatives et l'habilitation. Alors, se pose la question de la portée de l'objectif. Comme je l'ai dit, changement de paradigme. Donc, changement de paradigme signifie également que l'objectif ZAN doit apparaître dans le Code de l'urbanisme comme un objectif autonome. Autonome par rapport à la notion de gestion économe du sol, par rapport à la notion de lutte contre l'étalement urbain, toutes ces notions que nous connaissons bien. Ceci pour signifier que l'on change de logiciel précisément. Et donc, le texte actuel de l'article L101-2, que l'on connaît bien, ces objectifs que les documents d'urbanisme doivent, enfin, que les politiques publiques maintenant doivent atteindre, demeure sans changement. L'article L101-2 demeure sans changement. Donc, toutes ces notions, l'étalement urbain, l'artificialisation, le renouvellement, tout ça demeure dans le code de l'urbanisme. Mais ce texte-là devient un grand 1 de l'article L101-2 et la loi ajoute un grand 2 pour signifier précisément l'autonomie de l'objectif de d'absence d'artificialisation nette des sols. Donc le projet de loi disait de ce point de vue-là sur ce 2, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme tente à limiter l'artificialisation des sols et à aboutir à terme à l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci en recherchant l'équilibre. Et là, on décline toute une série, là aussi c'est un équilibre, premièrement c'était aussi un équilibre, et là aussi c'est un équilibre, mais on décline toute une série de paramètres, si vous voulez, qui sont spécifiques à la mise en œuvre de l'objectif de limitation puis d'absence de toute artificialisation, donc c'est un second niveau d'équilibre. Je dirais qu'il y a le L101-2 grand 1, c'est l'équilibre global, et ensuite, il y a un équilibre spécifique interne à cette notion d'artificialisation. Quels sont ces éléments spécifiques? La maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, on y reviendra, la qualité urbaine ainsi que la préservation et la reconquête de la biodiversité de la nature en ville, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers. Et je me permets d'insister sur la protection des sols, parce qu'on va revenir là-dessus. Le texte de la Commission en première lecture, c'était l'action des collectivités publiques limite. Vous voyez la différence? Le projet de loi tente à limiter, limite. On voit le durcissement, l'artificialisation des sols, et tente à aboutir à terme, ça c'est autre chose bien sûr, à l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, en recherchant l'équilibre entre, etc. Et là, on va parler de restauration de la biodiversité, c'est ce qui change, au lieu de reconquête de la biodiversité, c'est peut-être une nuance. En première lecture, l'Assemblée nationale adopte le texte suivant: l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l'artificialisation des sols et a pour objectif, donc c'est plus tant à aboutir, enfin tout ça c'est de l'ordre de la nuance peut-être, a pour objectif à terme, l'absence de toute artificialisation nette de ceux-ci, mais à terme c'est 2050, de ceci en recherchant l'équilibre entre, alors là on précise,
Premièrement, ne change pas, la maîtrise de l'étalement urbain. Deuxièmement, le renouvellement urbain, on ajoute, y compris au travers de la revalorisation des friches, on n'en avait pas vraiment besoin, mais c'est rajouté, et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants. Et puis, la qualité urbaine, nous dit-on, en privilégiant les formes innovantes et durables d'aménagement et de requalification urbaine, ainsi que la préservation et la restauration de la biodiversité, de la nature en ville. Ce que propose le Sénat, c'est la chose suivante. L'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme limite l'artificialisation des sols et a pour objectif à terme l'absence de toute artificialisation, donc on durcit un peu net de ceci en recherchant l'équilibre. Et là, vous voyez toute la subtilité du Sénat, en recherchant l'équilibre. Vous avez vu que dans le projet de loi, le grand 1 de l'article 101-2, on n'y touche pas, c'est l'équilibre global, et il y a un équilibre spécifique au sein de la nébuleuse, si j'ose dire, artificialisation nette. Le Sénat, très habilement, de son point de vue, dit qu'en recherchant l'équilibre, entre les éléments et objectifs mentionnés déjà dans le 1 de l'article L101-2, j'ose pas dire que c'est noyer le poisson d'une certaine manière, mais c'est, comment dirais-je, élargir la perspective, et vous verrez que c'est tout l'art du Sénat de dire oui, oui, bien sûr, on va vers le zéro artificialisation, etc. Mais enfin, dans l'appréciation de la réalisation de l'objectif, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Et finalement, plus vous élargissez les éléments dont il faut prendre en considération, et plus, bien sûr, vous affaiblissez la portée de l'objectif. Et ça va être le fil conducteur du Sénat. Donc, lui, il réinstaure l'équilibre avec les principes énoncés à l'article L101-2 grand 1, les classiques, et bien sûr tout ce qui vient d'être énoncé. Mais lui, il dit une chose intéressante aussi. Là où vous voyez dans le texte, il était dit la protection des sols naturels, agricoles et forestiers comme paramètre à prendre en considération, lui dit la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation, il ajoute, et la renaturation des sols artificialisés. Alors, sol et espace, on est bien placé pour savoir que ça peut être relativement différent, évidemment, parce que tout de suite, ça nous donne l'échelle à laquelle on apprécie la réalisation de l'objectif d'artificialisation. Donc, le Sénat vise à réinsérer l'objectif ZAN dans la recherche globale d'équilibre entre les différents éléments mentionnés à l'article 101-2, tout ça pour desserrer en quelque sorte la contrainte résultant de l'objectif. Donc il ne conteste pas évidemment l'objectif, il ne peut pas, mais enfin il essaye de desserrer le corset en quelque sorte. Alors, on doit se poser la question de l'apport de cet objectif ZAN par rapport au cadre normatif existant. Vous avez d'emblée posé la question sur ce terrain, et notamment par rapport aux notions de gestion économe du sol ou de limitation de la consommation foncière. Par exemple, la rédaction de l'article 101-2 laisse subsister l'objectif d'une utilisation économe des espaces naturels. On va retrouver ça aussi dans les objectifs du SRADET, etc. Mais à côté, on ajoute l'objectif de zéro artificialisation qui apparaît. Donc, le zéro artificialisation n'a pas vocation à se substituer à la gestion économe. Simplement, les notions ne sont pas sur le même plan. Je crois, si vous voulez, que pour expliciter cela, l'une est dans l'ordre des fins, zéro artificialisation, l'autre est dans l'ordre des moyens. C'est par la gestion économe du sol pour satisfaire aux besoins que l'on parviendra à la mise en œuvre de l'objectif. Et ce qui change, si vous voulez, par rapport, je crois que ça essaye de répondre en tout cas à votre sollicitation initiale, ce qui change, c'est qu'on ne remet pas en cause évidemment la boîte à outils, la gestion économe, etc. Mais on va voir, si vous voulez, que l'on va durcir les conditions du recours. Enfin, on va accentuer la contrainte de la gestion économe du sol, etc., pour parvenir à. Donc, vous voyez, on a une dialectique entre les fins, enfin, entre les moyens et les fins. Voilà pour, je dirais, l'objectif lui-même, sa description. Alors maintenant, venons-en à la traduction de l'objectif. Comment cela va se traduire concrètement, comment ça va se projeter sur le territoire. Et on va voir dans la loi apparaître la notion de trajectoire.
effectivement, on part de l'instant T et on va à l'instant 2050, et donc c'est une trajectoire, et il va falloir que les documents d'aménagement balisent cette trajectoire et mettre en place une dynamique qui permette d'arriver à 2050 à cet objectif. Alors, quels sont les documents qui sont en première ligne? C'est le SRADET, évidemment, et les documents assimilés. Hein, alors, je ne vais pas en parler, le SDRIF, parce que les dispositions sont exactement les mêmes, hein, exactement les mêmes pour le PADUC, les SAR de l'outre-mer, le SDRIF, etc. Donc, il y a le SRADET qui est en première ligne avec le SCOT. Ce sont vraiment les deux documents phares, si vous voulez, et on verra que le PLU, finalement, vient un peu en bout de ligne, et c'est normal. Donc, c'est le SRADET beaucoup et le SCOT qui vont porter l'objectif zéro artificialisation sur la période concernée. Donc, la loi rajoute aux objectifs du SRADET, et notamment la gestion économe de l'espace, la lutte contre l'artificialisation des sols, ce qui illustre ce que l'on disait précédemment. Alors, le projet de loi nous dit que donc l'article du CGCT relatif au contenu du SRADET est complété par la phrase suivante: ces règles générales fixent une trajectoire, dans le texte. Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de 10 années, à un rythme maximal d'artificialisation calculé par rapport à la consommation d'espace observée sur les 10 années précédentes. L'Assemblée nationale a un peu modifié le texte. Ces règles générales fixent une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation des sols, ainsi que par tranche de 10 années à un objectif, il n'y a plus de rythme, un objectif, si, enfin, il y a un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Il y a là des nuances, un objectif de réduction du rythme. Donc, si vous voulez, il y a une trajectoire qui permet d'aboutir à un résultat à l'absence de toute artificialisation nette, et par tranche de 10 années, un objectif progressif de réduction du rythme. C'est peut-être un peu plus souple, on est dans la nuance. Et le Sénat va nous dire la chose suivante: en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, ces objectifs sont traduits par une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation nette des sols, ainsi que par tranche de 10 années, à un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. Ça, c'est proche du texte de l'Assemblée nationale, sauf que la trajectoire ne résulte plus de règles. Dans le SRADET, il y a des règles, hein, des règles générales, et vous voyez que le Sénat ne dit plus cela. La trajectoire ne résulte plus de règles, mais d'objectifs. Hein, en matière de lutte contre une trajectoire permettant d'aboutir à l'absence de toute artificialisation, ainsi un objectif de réduction du rythme d'artificialisation. Donc, il y a une espèce de banalisation pour, en quelque sorte, faire entrer la réalisation de l'objectif zéro artificialisation nette dans un rapport de compatibilité, me semble-t-il, donc qui est une manière peut-être d'amoindrir la contrainte. Alors, voilà pour le SRADET. On va revenir ensuite sur, évidemment, les délais et les sanctions. Hein. Le SCOT. Alors, le SCOT, on nous dit dans le projet de loi, d'abord, on va agir à deux niveaux, c'est évident. Hein, le projet d'aménagement stratégique et le D2O. Hein. Donc, dans le projet d'aménagement stratégique, le projet de loi nous dit, afin de tendre vers un objectif d'absence de toute artificialisation nette des sols, le PAS fixe en outre par tranche de 10 années un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. C'est la même logique que le SRADET. Hein, un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation calculé par rapport à la consommation d'espace observée sur les 10 années précédentes et tenant compte de la vacance de locaux et des zones déjà artificialisées disponibles pour y conduire des projets. Les conditions de fixation et de mise en œuvre de ces objectifs sont précisées parfois réglementaires. L'Assemblée nationale va supprimer le renvoi à la voie réglementaire et va nous dire le PAS fixe en outre par tranche de 10 années un objectif de réduction du rythme de l'artificialisation. C'est beaucoup plus simple. La commission du Sénat, a priori, maintient cette disposition. Le D2O, quant à lui, on nous dit dans le projet de loi, pour la réalisation des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, le D2O subordonne l'ouverture. Donc, si vous voulez, le PAS donne le rythme. Hein, le projet d'aménagement stratégique donne le rythme. Et le D2O s'inscrit dans ce rythme et il subordonne l'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs comportant des sols
naturels, agricoles ou forestiers à l'absence de besoins liés aux évolutions démographiques ou bien à l'accueil ou la relocalisation d'activités économiques, premièrement. Et deuxièmement, intéressant, la justification au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, réalisée par l'autorité compétente pour l'élaboration du PLU, de l'impossibilité de répondre aux besoins mentionnés, etc., dans les espaces déjà urbanisés ou les zones ouvertes à l'urbanisation ou sur des terrains déjà artificialisés, en particulier des friches. Là, donc, vous voyez qu'on est en présence d'une ouverture à l'urbanisation conditionnelle, subordonnée. C'est ce que va faire le SCOT pour accompagner le rythme de réduction de l'artificialisation. Donc, une idée de conditionnement et notamment la réalisation d'une étude de densification par les PLU. Ça, l'Assemblée nationale n'en a pas voulu. De réinstaurer en quelque sorte cette ouverture à l'urbanisation conditionnelle. Donc, elle a en quelque sorte là ouvert les choses. Elle dit au fond, pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols, le D2O peut. Vous voyez, il y a quand même une différence assez fondamentale. C'est là, le corset se libère un peu. Le D2O peut définir les conditions de la déclinaison de ces objectifs en tenant compte des besoins liés aux évolutions démographiques et économiques entre les différentes polarités urbaines et rurales du territoire, de la réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers déjà réalisés, ainsi que du potentiel foncier mobilisable dans des espaces déjà urbanisés. Ça paraît plus raisonnable en quelque sorte, en disant vous pouvez définir les conditions de la déclinaison des objectifs de réduction du rythme de l'artificialisation, voilà les données que vous pouvez prendre en compte, mais vous pouvez. Donc c'est déjà le reste est supprimé. Hein. Donc on n'est plus en présence d'une ouverture à l'urbanisation conditionnelle, le D2O peut ouvrir à l'urbanisation en prenant en considération un certain nombre de paramètres qui lui sont dictés. Et là encore, on voit le Sénat intervenir. Je parle de la Commission, bien sûr, hein, pour le moment. Hein. On voit le Sénat intervenir et essayer de jouer subtilement sa partition, puisque lui nous dit, pour la réalisation des objectifs de réduction de l'artificialisation, etc., le D2O peut définir, on s'inscrit là-dedans, hein, les conditions de la déclinaison de ces objectifs par secteur géographique, en tenant compte. Alors, je vais vous épargner l'énumération. Il y a 7 items, si vous voulez, mais il y a tellement de choses que là où l'Assemblée nationale avait 3 items, hein, besoins liés aux évolutions démographiques, réduction de la consommation, potentiel foncier mobilisable, vous en avez désormais 7, si vous voulez, de manière à ce que, en quelque sorte, l'éventail des paramètres à prendre en compte soit tel que finalement le D2O a des marges de manœuvre qui sont évidemment plus importantes, sachant quand même chaque fois, et on le voit à travers le contentieux, que donner des marges de manœuvre, c'est une chose, justifier l'utilisation des marges de manœuvre, c'est encore autre chose. Donc le Sénat est toujours dans la logique d'affaiblissement de la portée de l'objectif et de la contrainte, en décrivant toutes les considérations qui pourraient aller dans le sens d'une consommation peut-être au-delà d'un objectif trop strict de réduction de l'artificialisation. Donc voilà les 2 documents phares, le SRADET et le SCOT. Le PLU est en bout de ligne, évidemment, à travers son PADD. On nous dit, dans le projet, il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation des sols, on retrouve cette question, naturels, agricoles ou forestiers, quel que soit leur classement dans ce document, que s'il est justifié que la capacité de construire ou d'aménager est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Alors vous voyez que pour la première fois, le PADD va ouvrir à l'urbanisation, alors qu'on est dans l'opérationnel. Le PADD n'est pas tellement dans l'opérationnel. Enfin, il y a peut-être une confusion des niveaux, peu importe. Alors pour ce faire, il tient compte de la capacité à mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces déjà urbanisés existants pendant la durée comprise entre l'élaboration, la révision, la modification du plan et le bilan d'étape, qui est désormais tous les 6 ans, et plus tous les 9 ans, qui est désormais tous les 6 ans. Alors, grâce au ciel, l'Assemblée nationale a changé le texte. Il ne peut prévoir l'ouverture à l'urbanisation des espaces. Vous voyez, plus des sols, mais des espaces. Je crois que ça a une certaine importance pour nous, quel que soit leur placement, que s'il est justifié. Et elle rajoute, au moyen d'une étude de densification des zones déjà urbanisées,
que la capacité d'aménager et de construire est déjà mobilisée dans les espaces urbanisés. Bon, enfin, ça, on le faisait déjà dans le cas de la gestion économe des sols. Mais la différence, je reviens là-dessus, c'est que la mise en œuvre des moyens est rapportée, c'est pas un anchois, elle est rapportée à un résultat à atteindre. Je crois que c'est ça, la logique de la loi, elle est là, on en discutera peut-être, elle est là. Alors ça rappelle évidemment l'article L153-38 actuel du Code de l'urbanisme, on nous dit, lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation. Vous voyez, l'outillage, il était déjà là, largement, évidemment. On a l'impression qu'on est dans Visconti, il faut que tout change pour que rien ne change, enfin, d'une certaine manière. Mais enfin, il y a du durcissement derrière. Alors, le fait de ne plus parler des sols, mais de parler des espaces, c'est quand même très important, si vous voulez, parce qu'un espace vert, si vous voulez, sur un terrain d'assiette où il y a des constructions, si on parle de sol, il est naturel. Si on parle d'espace, on peut considérer, et on verra ce que sera la nomenclature du décret, que finalement toute la parcelle est artificialisée. Quid des parkings de plein pied, enfin, ou les parkings en pleine terre mais aménagés, etc., etc. Alors, ça peut avoir son importance, peut-être résiduelle. Et le règlement, lui, peut définir, alors tenez-vous bien, peut définir des règles de limitation de l'imperméabilisation des sols, de désimperméabilisation des sols et de compensation de toute nouvelle imperméabilisation. Et ça, quand même, ça peut être extrêmement contraignant. Et cet article, et donc, ça ne vous surprendra pas, est proposé à la suppression par la commission du Sénat. Un peu plus bas dans la loi, alors ça c'est plus l'article 47 ou 48, on nous dit le règlement, alors on a une disposition, vous savez, sur la transition écologique, déjà, le règlement peut imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable, éventuellement pondérée en fonction de leur nature afin de contribuer au maintien de la biodiversité de la nature en ville. Cet article est complété. Le Sénat, il peut prescrire que les surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables devant être réalisées en application du premier alinéa, ce qu'on vient de lire, soient réalisées d'un seul tenant au sein de l'unité foncière concernée par le projet. D'accord? Et il ajoute, ça c'est important, dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, etc., plus de 15 000 habitants figureront sur une liste, peu importe, le règlement définit une part minimale de surface non imperméabilisé ou éco-aménageable, selon les modalités prévues. Il définit, il est obligé de le faire. Alors, à l'exclusion des projets de rénovation, réhabilitation, etc., mais c'est aussi important, parce que, non, évidemment, toute la question va de savoir qu'est-ce qui se passe quand on intervient sur l'existant. Désimperméabilisation des sols, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on requalifie un ensemble immobilier, etc. Donc voilà pour la traduction de l'objectif. Sradet Scott, PLU, en bout de ligne. Alors, venons-en à la mise en œuvre de l'objectif cette fois. Mise en œuvre de l'objectif, eh bien, ça ne vous surprendra pas, on assiste à un renforcement, évidemment, des impératifs de densification et d'économie du foncier. Hein. On renforce la contrainte sur les moyens pour parvenir aux fins. Bon, ce n'est pas complètement surprenant. On retrouve cette dialectique entre les moyens et les fins. Donc, on va assister à un renforcement de la réduction de la consommation foncière, on l'a vu pour le SRADET. Concernant la maîtrise de l'étalement urbain, le PADD du PLU qui doit fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d'espace et de lutte contre l'étalement urbain en l'état actuel des choses, on nous dit permettant d'atteindre l'objectif de réduction du rythme de l'artificialisation des sols fixé par les documents supérieurs. Donc, jusqu'à présent, on nous dit vous fixez des objectifs chiffrés, bon, on les apprécie en soi. Non, non.
permettant d'atteindre l'objectif. Vous devez les rapporter à l'objectif, en quelque sorte. C'est-à-dire que le PLU, quelque part, doit s'inscrire dans la perspective 2050 d'une certaine manière et ne pas compromettre la réalisation de l'objectif au fur et à mesure de ses évolutions. Enfin, là, il y a de quoi. Quand on parle du renouvellement urbain, on nous dit, y compris au travers de la revalorisation des friches, et l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, on l'a dit, y compris au travers de la surélévation des bâtiments existants, on vous donne en quelque sorte la feuille de route, mais enfin, tout ça, c'est pas très nouveau. Il y a une stratégie de reconquête aussi, hein, la renaturation des sols artificialisés, la commission du Sénat, et on nous dit que le D2O du SCOT peut identifier à cette fin des zones préférentielles pour la renaturation par la transformation des sols artificialisés en sols non artificialisés. Donc il y a une idée de retour en arrière, de reconquête. Et le Sénat ajouterait, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur les zones de renaturation préférentielle identifiées par les SCOT et par les OAP, portant sur des secteurs à renaturer, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent, etc. Donc, les OAP ont le rôle à jouer. Alors, il y a une discussion sur la territorialisation de l'objectif, la réalisation de l'objectif. Dans les dispositions générales, la territorialisation, l'enjeu c'est quoi? C'est est-ce que la territorialisation se fait au niveau du SRADET ou du SCOT, ou est-ce qu'elle se fait à l'échelle nationale et elle est garantie par l'État? Et là, c'est encore pas stabilisé. On a vu tout à l'heure une différence entre le Sénat et l'Assemblée nationale. En première lecture, l'Assemblée nationale a adopté l'idée suivante. Les règles générales du SRADET sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional en matière d'artificialisation des sols. Donc ce serait le SRADET qui territorialiserait les objectifs. Je rappelle quand même que les SRADET ont hésité beaucoup à opérer cette territorialisation, en tout cas SRADET du Grand Est. Alors pour le Sénat, ce n'est pas le SRADET qui doit territorialiser, ce n'est pas la bonne échelle. Il nous dit que, alors il ne nous dit pas non plus que c'est l'État, mais il nous dit que c'est l'État qui garantit et le SCOT qui territorialise, que c'est le niveau du SCOT qui est le bon. On nous dit à l'article 47, afin de tendre vers l'objectif d'absence de toute artificialisation des sols en 2050 à l'échelle nationale, c'est ça l'échelle pour le rythme d'artificialisation des sols dans les 10 années suivant la date de promulgation de la présente loi, doit être tel que sur cette période, la consommation totale d'espace observée à l'échelle nationale soit inférieure, etc. L'État garantit l'application différenciée de ces objectifs dans les conditions fixées par la loi. Donc, c'est l'État qui est le garant de la territorialisation, en quelque sorte, mais c'est finalement à l'échelle nationale. Il y a un vrai sujet, à vrai dire. Il y a un vrai sujet parce que finalement, toutes les régions ne sont pas dans la même dynamique hein, économique, habitat, démographique, etc. Donc, la commission du Sénat propose la suppression du renvoi au décret et d'en revenir aux 2 points du projet de loi, démarrage immédiat de la première tranche et obligation de réduction de 50%. Alors, il y a la question de la première tranche, puisqu'on a vu qu'il y a les 10 premières années, ce qu'on appelle la première tranche. Le texte prévoyait un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du premièrement du 1, c'est-à-dire ce qui se passe dans les 10 premières années, en particulier pour assurer une déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et de réduction de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés dans les règles générales du SRADET, tenant compte de la réduction de la consommation de ces espaces déjà réalisés dans les différentes parties du territoire. Donc c'est un décret qui, je dirais, pour les 10 premières années, assurait la déclinaison des objectifs de lutte contre l'artificialisation entre les différentes parties du territoire. Alors là encore, je ne veux pas y insister, mais le renvoi au décret est maintenu par l'Assemblée nationale, mais on voit un peu de méfiance vis-à-vis du gouvernement, hein, évidemment, et donc on voit que l'Assemblée nationale essaye de mieux encadrer en quelque sorte. On dit que si finalement c'est le décret et l'État qui va assurer cette déclinaison entre les différentes parties du territoire régional des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, quels sont les paramètres à prendre en compte, et elle va élargir en quelque sorte, elle va préciser et élargir
les paramètres à prendre en compte, potentiel foncier mobilisable dans les espaces déjà urbanisés, maintien du renforcement des continuités écologiques, des besoins liés aux évolutions démographiques, économiques, ainsi que des enjeux spécifiques des communes classées en zone de revitalisation rurale. Elle peut également tenir compte des projets d'envergure régionale ou nationale engendrant une artificialisation des sols. À cet effet, l'artificialisation des sols résultant de ces projets peut faire l'objet d'une mutualisation à l'échelle régionale, dans cette prise en compte, etc., etc. Donc, voilà, il y a une forme de... Bon, pour les 10 premières années, voilà. Alors, l'échéancier, on nous dit que pour la première tranche de 10 années, le rythme de l'artificialisation ne peut pas dépasser la moitié de la consommation d'espace observée sur les 10 années précédant l'adoption de la loi. Donc voilà, il y a toute une discussion là-dessus, mais qui est assez technique. Je ne vais peut-être pas vous, comme je leur pas, je ne vais peut-être pas vous accabler avec ça. Et je voudrais en terminer par finalement la sanction de l'objectif. Alors la sanction de l'objectif, elle s'inscrit dans une logique d'entonnoir, qui dit sanction dit obligation. Hein. Alors quelles sont les obligations, où est la sanction? Bon. On a vu, si vous voulez, que le top départ est donné par le SRADET. Largement. Dans le projet de loi, le SRADET avait 6 mois pour engager une modification. C'est dérisoire. Donc l'Assemblée nationale a porté ce délai à 1 an, mais en exigeant une approbation du SRADET dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation. Le Sénat dit 1 an pour engager la modification, mais 3 ans pour approuver. On verra comment se passent les choses. L'échéancier des autres documents est donc aligné sur le SRADET, hein, puisqu'on a vu SRADET, SCOT, comment ça s'empile. Concernant le SCOT, le projet de loi lui donnait 3 mois à partir de l'entrée en vigueur du SRADET pour engager l'intégration des objectifs de la loi. L'Assemblée nationale ne fixe plus de délai pour engager la procédure d'intégration, mais elle fixe un délai maximal de 5 ans à compter de la promulgation de la loi. Donc le SCOT a 5 ans à compter de la promulgation de la loi pour l'intégration des objectifs dans un SCOT exécutoire. Alors le Sénat garde le même texte, mais parle de prise en compte des objectifs au lieu d'intégration des objectifs. Vous avez vu toujours cette espèce de jeu subtil sur les mots, le SCOT pouvant évoluer par modification simplifiée. Et j'en termine par là, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas fait? Alors le SRADET, si le SRADET n'a pas intégré les objectifs dans les 2 années ou les 3 années si le Sénat l'emporte, le SCOT doit lui le faire dans les 6 ans à compter de la promulgation de la loi. Autrement dit, si le SRADET ne fait pas le travail, il n'y a pas de sanction directe. Donc la patate chaude, si j'ose dire, est déportée sur le SCOT, qui lui a 6 ans à compter de la promulgation de la loi de toute façon pour faire les choses. Quant au SCOT, si le SCOT intégrant les objectifs de la loi n'entre pas en vigueur dans le délai qui sera fixé, on nous dit, ça c'est important, bien évidemment, les ouvertures à l'urbanisation des secteurs définis à l'article L142.4 sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur du schéma modifié. C'est-à-dire ce qui se passe pour les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale. On connaît ce qu'on appelait la règle de l'urbanisation limitée. Alors curieusement, j'ai pas creusé, enfin j'ai creusé mais vu, pas totalement, ça ne s'applique pas aux autorisations d'exploitation commerciale. Enfin, c'est un autre sujet. Et le PLU, alors le projet de loi donne 3 mois au PLU à compter de l'entrée en vigueur du SCOT pour intégrer les données. S'il n'a pas évolué dans ce délai, il n'y aura plus de permis de construire dans les zones AU jusqu'à l'entrée en vigueur du PLU modifié ou révisé à cette fin. Plus de permis de construire. Donc vous voyez la sanction, SRADET, pas de sanction, SCOT, urbanisation limitée, PLU, plus de permis de construire dans les zones AU. Voilà. Alors après, vous avez des dispositions un peu d'aménagement, je ne vais pas vous les détailler, si vous voulez, si le SCOT ou le PLU précédent a été vertueux, ben on allège un peu cette sanction. Voilà. Voilà, si vous voulez, pour l'essentiel, le déroulement du STAT, sa dynamique. Et donc, je crois qu'il faut donner la parole au professeur Perinet-Marquet maintenant.
Merci. Et donc, merci à Monsieur Guigui d'avoir bien organisé cette matinée. Et puis, merci, professeur Soler-Couteau, de son exposé sur ces questions effectivement extrêmement compliquées. Et je vous préviens tout de suite, on va rester dans une large mesure dans cette complexité. En regardant ce projet de loi et ses avatars à l'Assemblée nationale puis au Sénat, qui sont d'ailleurs en cours, puisque je lisais pas plus tard qu'hier que le gouvernement avait déposé 60 amendements pour essayer de contrebattre les mesures prises en commission par le Sénat. Je me disais que c'était effectivement très compliqué. Il y a toutes les mesures générales, notamment sur la planification dont on vient de parler, le professeur Soler-Couteau. Et puis, il y a dans ce chapitre 3, je me limiterai finalement au chapitre 3 sur l'artificialisation des sols, parce que je crois que sinon, ce serait un survol un peu trop rapide. Et puis, on aura sur d'autres mesures l'occasion d'y revenir lorsque la loi aura progressé. Et donc, en se limitant au simple chapitre 3, eh bien, si on prend les articles 51 à 55, en fait, on a l'impression qu'il y en a 5, mais en réalité, comme ils sont sérieusement dédoublés dans les travaux parlementaires, ça fait une vingtaine d'articles. On a un certain nombre de mesures ponctuelles, dont certaines sont des mesures d'application des principes qui ont été énoncés, dont d'autres sont des mesures qui s'éloignent plus ou moins du but de la législation. Ça se voit assez souvent. Certaines pourraient même être considérées comme des, entre guillemets, cavaliers législatifs par certains côtés, mais peu importe. Et on va essayer de voir ces mesures qui sont intéressantes parce qu'elles montrent, je trouve, l'évolution finalement d'un certain nombre de concepts du droit de l'urbanisme sous des aspects très, très ponctuels. Alors, par certains côtés, c'est un inventaire à la Prévert parce que ça part un peu dans tous les sens. J'ai regroupé de manière un peu arbitraire tout ça sous 4 termes: planification, rationalisation, densification et puis législation sur ordonnance et quelques mesures diverses. Et je commencerai donc par un tout petit point sur la planification parce que Pierre Soler-Couteau en a largement parlé. Je dirais simplement que l'article 52 bis de la loi, tel qu'il est rédigé aujourd'hui, fait évoluer le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale avec une disposition nouvelle. Il y inclut des dispositions obligatoires sur la planification de l'implantation des constructions logistiques commerciales. On sait l'importance qu'ont pris ces constructions logistiques, notamment avec la crise du Covid, avec le développement des ventes par correspondance à tous les niveaux. Mais il était assez logique que finalement ces constructions logistiques rentrent dans ce document d'aménagement artisanal et commercial du SCOT. Si je regarde maintenant mon deuxième terme, celui de la rationalisation de l'utilisation des sols, terme que j'ai choisi de manière assez vague qui permettront de voir un certain nombre de choses, on a 3 domaines dans lesquels des mesures ponctuelles ont été prévues. L'urbanisme commercial, les friches et puis les zones d'activité, comment faire. Alors, je vais commencer par l'urbanisme commercial. Donc, pour faire simple, la loi Royer modifiée de nombreuses fois, la réglementation des grandes surfaces, dont on sait très bien qu'elle a été un échec absolument patent, puisque toutes nos entrées de ville sont défigurées pour longtemps et que finalement, elle s'est durcie considérablement, ce qui a entraîné un autre effet pervers qui était la rente de situation de ceux qui étaient sur place par rapport aux autres. Alors, la loi va revenir sur un certain nombre de choses parce que, je vous rappelle, pour faire simple, un peu l'évolution de cette réglementation. On a eu une baisse des superficie d'application, des seuils d'application de la loi Royer, enfin, comment j'appellerais la loi Royer, enfin, la loi sur l'urbanisme commercial, qui est maintenant au Code de commerce, aux articles 752 et suivants. Et pendant un temps, on avait donc quasiment 300 mètres carrés. Et puis, on a eu
quelques ennuis avec la Commission de Bruxelles, avec la législation européenne, avec, en l'occurrence, c'était Aldi qui avait saisi la Commission en disant est-ce que ce n'est pas une atteinte à la liberté d'établissement et de prestation de services? Et la Commission ayant répondu oui, la France a changé sa législation et a remonté son seuil à 1000 mètres carrés. Et vous savez aussi qu'à cette occasion, avec une bonne foi totale que la Commission n'a pas voulu voir, on a créé un droit de préemption dans le Code de l'urbanisme sur les surfaces destinées à recevoir des commerces, comme par hasard, de 300 000 m². Cherchez l'erreur. Alors là, donc aujourd'hui, on est à 1000 m², et cela ne va pas fondamentalement changer, sauf que cette réglementation de l'urbanisme commercial, elle va être modifiée sur un certain nombre de points. Tout d'abord, il y a, pour ceux qui aiment les lectures enrichissantes, celle de l'article 752.6 du Code de commerce, c'est les motifs pour lesquels on peut refuser, enfin les motifs à partir desquels on va examiner une demande d'autorisation d'implantation de grande surface. Alors, on trouve des tas de choses. On se demande comment il peut y en avoir encore, puisque en matière d'aménagement du territoire, il faut regarder la localisation du projet, la consommation déjà économe de l'espace, l'effet sur l'animation de la vie urbaine, l'effet du projet sur les flux de transport, la contribution du projet à la préservation et à la revitalisation du tissu commercial de centre-ville de la commune d'implantation. En matière de développement durable, la qualité environnementale du projet, l'insertion paysagère, les nuisances de toute nature, la protection des consommateurs avec un certain nombre d'éléments. À titre accessoire, la Commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. Et puis, il ne faut pas oublier que d'ores et déjà, le demandeur d'une exploitation commerciale a démontré dans l'analyse qu'aucune friche existante en centre-ville, d'ailleurs, ou ailleurs, en périphérie, ne permet l'accueil du projet. Donc, ça fait déjà énormément de choses qui permettent de refuser l'implantation d'une grande surface. Mais il va y en avoir plus si la loi est votée telle qu'elle, puisque dans l'alinéa 8 de l'article 52 de la loi, on a de nouvelles dispositions. Alors, on va bien sûr dire que l'autorisation ne peut être délivrée pour une implantation qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens où Pierre Soler-Couteau l'a défini tout à l'heure. Sauf qu'il y a, qui a été prévu, des exceptions à cette règle, parce qu'évidemment, une autorisation, si elle ne peut pas être délivrée pour une exploitation qui engendre une artificialisation, ça veut dire qu'elle ne peut être implantée, cette grande surface, qu'après démolition de quelque chose d'existant. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne peut plus en créer de nouvelles. Alors, on a prévu des exceptions. Alors, la liste des exceptions est assez impressionnante, puisqu'il faut, nous dit le texte, que son projet, donc la grande surface, s'insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d'urbanisation adéquat. Qu'est-ce que c'est qu'un secteur d'urbanisation adéquat? On ne sait pas. Qu'il répond aux besoins du territoire, notion quand même assez vague, et qu'il obéit à l'un des critères suivants. Alors, il y a l'insertion dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation du territoire, l'insertion du projet dans une opération d'aménagement, la compensation par la transformation d'un sol artificialisé en non artificialisé, c'est-à-dire ce qu'on voit un peu à Paris avec la transformation de logements en bureaux, et puis l'installation d'un secteur périphérique. Mais ce qui est important, c'est que il est bien précisé que ne peuvent bénéficier de cette dérogation que les projets de création dont l'emprise est inférieure à 10 000 m². Ce qui veut dire en clair que, eh bien, vous voyez, il sera désormais impossible de créer des ensembles commerciaux qui donc créent une artificialisation du sol s'ils dépassent 10 000 m². Et donc, tous les centres commerciaux régionaux, notamment, qui sont souvent très supérieurs, puisqu'ils ils peuvent aller jusqu'à 40 000 m², et les centres dits super régionaux qui vont jusqu'à 80 000 m², ben on oublie, puisque désormais, il y a ce blocage à 10 000 m², et c'est tout. Et pour ceux qui ont moins de 10 000 m², ben vous voyez qu'il va y avoir
pas mal de contraintes supplémentaires. Il y a d'ailleurs, à l'occasion de ce texte, une modification qui est faite de l'article L252.4 et qui n'est pas complètement innocente. Alors, je vous rappelle ce texte qui découle, je crois, de la loi Elan. Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'EPSI peut donc, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire concernant un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², comme par hasard, hein, 300 000 m², c'était la fameuse fourchette qui avait été admise après le recours dans la commission de Bruxelles, où on était passé de 1000 à 300 m². Donc, dans la loi, on avait dit, ben voilà, s'il y a un permis de construire qui est demandé de 300 000 m², le maire ou le président de l'EPSI peut proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial qui statue sur la conformité du projet aux critères que l'on a vus tout à l'heure. Autrement dit, ce texte, sous sa présentation un peu innocente, dit ben finalement, dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire peut décider de faire passer le seuil de déclenchement de l'urbanisme commercial de 1000 m² à 300 m², puisqu'à partir de 300 m², il peut proposer au conseil municipal que dès lors qu'il a un permis de construire, eh ben on saisit la commission départementale d'aménagement commercial, et le texte dit bien que si la commission départementale se prononce contre, le maire ne peut pas délivrer le permis de construire. Donc c'est très clair, c'est en fait un abaissement possible du seuil des grandes surfaces, hein, de la législation de l'urbanisme commercial, un seuil qui descend à 300 m². Mais c'était dans les communes de, et c'est toujours dans les communes de moins de 20 000 habitants. Sauf que, eh bien précisément, un article 52 bis AA nous dit, au début du premier alinéa, les mots dans les communes de moins de 20 000 habitants sont supprimés. Et ça veut donc dire que si la loi est adoptée telle qu'elle, eh bien, dans toute commune de France, petite ou grande, le maire pourra décider de soumettre à la commission d'aménagement commercial tout projet d'implantation qui commencera à 300 m². C'est-à-dire qu'on revient largement plus de 20 ans en arrière. Alors, c'est évidemment précisé de manière un peu différente, mais c'est ainsi. Alors, certes, le présent article, donc l'article sur la possibilité pour le maire de soumettre les implantations de commerce de 300 à 1000 m² à l'autorisation de la commission d'urbanisme commercial, cet article n'est pas applicable aux permis de construire qui sont situés dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation du territoire. Donc, dans ces secteurs qui ont été créés par la loi Elan, là encore, on a cette exception. Et il faut reconnaître qu'en contrepartie, peut-être, de cette extension de 1000 à 300 m², il y a une extension parallèle du périmètre possible d'opérations de revitalisation du territoire, parce que jusque-là, il fallait obligatoirement que ces opérations de revitalisation du territoire soient dans des périmètres qui intègrent la ville principale du bassin, et dans l'article 51 bis F nouveau, eh bien, il serait possible, par décision de l'État, de créer une opération donc, de revitalisation du territoire sans intégrer la ville principale de cet établissement, par dérogation donc du représentant de l'État. Donc on voit bien que, et c'est assez logique d'ailleurs, hein, si on veut lutter contre l'artificialisation des sols, l'un des éléments les plus évidents, c'est le gaspillage des sols à l'entrée des villes. Donc, les nouvelles règles sur l'urbanisme commercial sont assez logiques. On ne peut pas dire le contraire. Mais l'urbanisme commercial, ça veut dire commerce. Et si on n'a pas de commerce dans ce strict du terme, l'article 752 du Code de commerce ne s'applique pas. Alors, le législateur a prévu, toujours dans cette rationalisation de l'utilisation du sol,
de regarder de près les zones d'activité économique. Alors, les zones d'activité économique, elles sont définies, alors une définition qui évidemment est très large, comme des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire, mentionnées dans un certain nombre d'articles du Code général des collectivités territoriales que je me garderai bien de vous lire. Donc, on voit bien que bon, ces zones d'activité économique, ça va être toute zone dans lesquelles s'exerce en gros une activité économique, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas commerciale. Et à propos de ces zones, on a la mise en place d'obligations nouvelles pour diverses personnes. Les premières personnes qui vont être frappées par des obligations nouvelles, ça va être les collectivités. En effet, il est dit que l'autorité compétente en matière de création, d'aménagement et de gestion de la zone d'activité économique, c'est-à-dire la collectivité territoriale considérée, est chargée d'établir un inventaire des zones situées sur le territoire où elle a compétence. Donc, un inventaire des zones. Alors, cet inventaire, ce sera évidemment un état parcellaire, les occupants de la zone, mais surtout le taux de vacances de la zone d'activité économique, calculé en rapportant le nombre total d'unités foncières de la zone d'activité au nombre d'unités foncières qui ne sont plus affectées à une activité assujettie à la cotisation foncière. Donc, le taux de vacances, vous voyez que ce n'est pas ici calculé en superficie, ça c'est important de le dire, c'est calculé en unité foncière. Donc je peux avoir une petite unité foncière qui est vacante, ça aura le même poids qu'une unité foncière beaucoup plus grande qui ne l'est pas. Ce qui évidemment n'est pas innocent. Et cet inventaire doit être actualisé tous les 6 ans. Pourquoi ? Évidemment, pour que les collectivités connaissent mieux leurs opportunités foncières et notamment les opportunités foncières sur lesquelles, parce qu'elles sont vacantes, il pourrait y avoir des opérations qui soient faites. Mais on va plus loin parce qu'il y a une deuxième catégorie d'obligations qui va s'imposer. Dans le futur article 300-8, s'il est voté tel quel, il est dit dans les zones d'activité économique faisant l'objet d'un contrat de projet partenarial d'aménagement ou situés dans le périmètre des secteurs d'intervention déterminés par une convention d'opération de revitalisation du territoire, il y en a quand même un certain nombre, lorsque l'état de dégradation ou l'absence d'entretien par les propriétaires des locaux compromettent la réalisation d'une opération d'aménagement ou de restructuration de la zone d'activité, le représentant de l'État ou le maire, après avis du conseil municipal ou le président d'EPSI, peut mettre en demeure les propriétaires de procéder à la réhabilitation des locaux, terrains et équipements. Donc, sans qu'ici on parle de friches, on verra qu'il y a un régime des friches par la suite. Lorsque donc il y a un problème de dégradation ou d'absence d'entretien, même si le terrain est encore utilisé, eh bien, il y a une obligation de réhabilitation qui va s'imposer aux propriétaires. Et quelle va être la sanction ? Elle n'est pas du tout négligeable, puisqu'elle est précisée dans le texte. Lorsque les copropriétaires n'ont pas manifesté dans un délai de 3 mois, c'est quand même très court, la volonté de se conformer à la mise en demeure, ou lorsqu'ils n'ont pas fait les travaux dans le délai d'1 an, eh bien, une procédure d'expropriation peut être engagée. Donc, qu'on se le dise, désormais, dans ces zones, alors même si le périmètre est quand même assez précis, il y a une obligation que les propriétaires entretiennent leurs bâtiments avec, sinon, le risque à la clé d'expropriation. Et c'est vrai que c'est une mesure qui a un intérêt parce qu'on voit bien dans un certain nombre de zones commerciales des parties de la zone qui sont plus ou moins abandonnées, où certains commerces sont encore là, où certaines industries sont encore là, d'autres pas, qui tombent un peu en déliquescence. Et la possibilité qu'il y aura d'exproprier tout cela, elle va permettre de rationaliser l'utilisation des sols en évitant d'en artificialiser d'autres. Et j'en arrive
la troisième catégorie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle des friches. Alors ça va être une réglementation assez nouvelle, parce que tout le monde avait bien conscience que ces friches, c'était un problème majeur du droit de l'urbanisme, et que qu'on puisse artificialiser des sols alors qu'on avait des friches inutilisées était une aberration. Donc là, on ne peut qu'approuver ce domaine précis de réglementation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une friche? Alors, c'est là où les choses se gâtent un peu, parce que la définition me paraît quand même assez, je dirais, perméable à toutes les interprétations. Une friche, c'est tout bien ou droit immobilier. Alors, je ne vois d'ailleurs pas très bien un droit immobilier qui ne soit pas un bien, parce qu'un droit immobilier, ça voudrait dire que ce serait un bien incorporel, je ne vois pas, bon, bref, bâti ou non bâti, inutilisé, donc là, il y a bien un critère d'inutilisation, dont l'état, la configuration ou l'occupation totale ou partielle ne permet pas un remploi sans un aménagement ou des travaux préalables. Sans un aménagement ou des travaux préalables. Alors, on a beau nous dire que les modalités d'application sont fixées par décret, on espère que le décret sera quand même précis, parce que, je veux dire, moi je peux mettre ici tous les bâtiments de toutes les zones industrielles ou commerciales quasiment dans la catégorie des friches, parce que si on veut réutiliser un bâtiment, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de cas où on puisse rentrer dedans sans aménagement ou travaux préalables? Un aménagement, ça peut être un aménagement intérieur. Donc je trouve la définition quand même incroyablement large. Alors on a voulu ratisser large sans doute, mais ça va poser quelques difficultés. Puis, une fois qu'on a cette friche, qui sera, on l'espère, quand même mieux précisée par décret, quel va être son régime? Tout d'abord, pour ces friches, il va y avoir une majoration de constructibilité. C'est l'article 51 bis C qui nous dit « Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche peuvent être autorisés à déroger aux règles relatives au gabarit dans la limitation d'une majoration de 30% de ces règles et aux obligations en matière de stationnement lorsque ces constructions visent à permettre le réemploi de la dite friche. » Donc, on a une dérogation de plus. La liste est déjà longue dans les articles 152, 6 et autres, qui va être donc majoration du gabarit pour 30% pour les friches. Sachant que on verra mais ce que dira le décret, mais la définition de la friche est tellement large que ça pourrait vouloir dire que finalement, il y a une majoration de 30% pour quasiment toutes les constructions d'une zone, puisque si on considère que c'est le remploi sans aménagement ou travaux préalables, pratiquement tous les bâtiments sont concernés. Donc vous voyez que là, on pourrait avoir de manière toujours contournée une augmentation de constructibilité dans certaines zones qui bénéficiera à peu près à tout le monde. Donc ça, tout le monde va s'en réjouir, du moins du côté des promoteurs. Et puis d'ailleurs même ailleurs, parce que finalement, ces zones-là, de toute façon, elles sont déjà construites, souvent très laides, qui est 30% de gabarit en plus ou en moins. Franchement, ça ne changera pas la beauté ou la laideur. On peut faire des beaux bâtiments 30% plus grands et des petits très moches. Ce qui est intéressant aussi, c'est que après le certificat d'urbanisme, après un autre certificat qui avait eu lieu lié à la fiscalité d'urbanisme, la législation voudrait, alors si le texte va jusqu'au bout, créer un nouveau certificat cristallisateur de droit d'urbanisme. Alors ça, c'est quand même intéressant parce que c'est une tendance lourde. Mais alors, on va regarder un peu de près le texte qui mérite évidemment de s'y attacher. Donc tout d'abord, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans. Enfin, on sait très bien que les expérimentations, ça dure souvent longtemps. Le représentant de l'État dans le département peut établir un certificat de projet à la demande d'un porteur de projet intégralement situé sur une friche. Jusque-là, ça va. Donc, celui qui veut faire quelque chose sur une friche peut aller voir le représentant de l'État pour lui demander un certificat de projet.
Alors déjà, quand même, une petite interrogation. Pourquoi le représentant de l'État dans le département? Je croyais naïvement que finalement l'urbanisme avait été décentralisé. Mais là, non, c'est le représentant de l'État. Et alors, ce certificat, qu'est-ce qu'il va comporter? Donc donné par le représentant de l'État. Les régimes, décisions et procédures applicables au projet à la date de la demande, y compris les procédures de participation du public, les conditions de recevabilité et de régularité du dossier et les autorités compétentes pour prendre les décisions ou délivrer les autorisations nécessaires. Alors là, on comprend pourquoi c'est finalement le représentant de l'État, c'est qu'il va indiquer des choses qui ne relèvent pas forcément que de la compétence des collectivités territoriales, puisqu'il va dire, ben voilà, votre projet il va être soumis à toutes ces autorisations. Donc, il va faire le travail de certains cabinets d'avocats spécialisés, avec ici, évidemment, l'obligation de ne pas se tromper, et le certificat ne pourra pas, celui-là, être tacite, si j'ai bien lu. Ensuite, il va indiquer le rappel des délais réglementairement prévus pour l'intervention de ces décisions. Alors, jusque-là, ça va. Mais après, il y a une phrase extraordinaire, où il va donc indiquer un calendrier d'instruction de ces décisions qui se substitue au délai réglementairement prévu s'il recueille, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'accord du demandeur, celui du représentant de l'État et celui des autorités compétentes. Donc, vous voyez, au détour d'un deuxièmement, d'un grand 2 d'un article, on est en train de nous dire que le préfet va pouvoir délivrer un certificat dans lequel on dira, bah, finalement, on n'applique pas les délais du droit de l'urbanisme, on n'applique pas les délais du Code de l'environnement, on applique d'autres délais qui peuvent être plus courts ou plus longs. On peut penser que ce sera plus court. Donc ici, ce certificat cristallisateur, c'est finalement une bombe qui fait exploser quand même un certain nombre de principes fondamentaux, parce que les délais étaient quand même jusque-là considérés comme des éléments importants des procédures. Eh bien non. Ces délais vont pouvoir être changés. Alors ça, c'est déjà évidemment un impact non négligeable. Et puis, il y en a d'autres. Le certificat peut indiquer, alors la phrase extraordinaire, les difficultés de nature technique ou juridique identifiées qui seraient susceptibles de faire obstacle à la réalisation du projet. Alors là, je leur souhaite bien du plaisir quand même. Peut indiquer les difficultés de nature technique ou juridique. Alors heureusement, il y a marqué peu. Il n'y a pas marqué doit. Et je pense que beaucoup de services de l'État sont pour le moins réticents à rentrer dans une mécanique qui, alors là, les transforme en cabinet d'avocats spécialisés, avec le risque de responsabilité qui pourrait aller avec si on leur dit, ah ben, attendez, vous avez oublié telle ou telle difficulté qui s'est rencontrée par la suite. Alors, le porteur du projet, donc celui qui va faire son projet sur la friche, il va pouvoir non seulement demander le certificat cristallisateur dont je parlais à l'instant, ce certificat de projet, comme il s'appelle, mais bien évidemment, il peut demander en même temps une demande de certificat d'urbanisme, une demande d'examen au cas par cas de l'article 122.1 du Code de l'environnement, ces demandes étant transmises à l'autorité évidemment compétente, et les décisions prises avant l'intervention du certificat de projet sont annexées à celui-ci. Bon. Et il y a le grand 4 qui est évidemment très intéressant. Un titre dérogatoire, oui, ça on va le voir. Lorsqu'une demande d'autorisation ou de décision prévue par un certificat de projet en application du premièrement du grand 2 est déposée dans un délai de 5 ans à compter de la délivrance du dit certificat, il sera statué sur les demandes d'autorisation ou de décision au regard des dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles existaient à la date de ce même certificat, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ou la protection de l'environnement. C'est-à-dire qu'ici, on a un effet cristallisateur des règles d'urbanisme existant au moment de la délivrance du certificat, et cette cristallisation, elle ne dure pas 18 mois, elle dure 5 ans. Ce qui est évidemment beaucoup plus long. Alors,
il n'est pas dit dans le texte, mais c'est probablement sous-entendu, que lorsque le certificat est délivré, non seulement il y a une cristallisation des règles d'urbanisme pendant 5 ans, mais en plus, il y a l'application obligatoire des nouveaux délais qui se substituent aux délais réglementaires si ceux-ci ont été acceptés. On peut le penser. Donc, vous voyez qu'ici, on a un certificat de projet qui est quand même vraiment dérogatoire sur bien des points. Alors, pour les opérationnels que vous pouvez être, ça peut être très intéressant. Ça, c'est quand même, sachant que les friches sont quand même un des éléments importants dans les vacances foncières que l'on puisse trouver, hein, c'est les terrains disponibles, c'est les friches, dans la plus grande partie d'un, sur les friches sur lesquelles vous allez pouvoir travailler, vous pourrez avoir peut-être, si la loi va jusqu'au bout, ce fameux certificat de projet dont je critique un peu le caractère dérogatoire, mais je veux dire, si j'étais opérationnel, je ne bouderais pas forcément mon plaisir en me disant, avec ça, je vais pouvoir faire quand même des choses, puisque pendant 5 ans, je vais être tranquille, je vais pouvoir changer les délais, etc. Eh bien, merci au législateur de ce point de vue-là. Alors, j'en arrive à la densification. Et la densification, les mesures prévues pour la densification, c'est évidemment des mesures efficaces pour lutter contre l'artificialisation, parce que plus on densifie, moins évidemment on va aller rechercher de surfaces nouvelles. Alors là, je serai assez rapide sur certains points, mais par exemple, il serait prévu normalement, s'il va jusqu'au bout, que lorsqu'on fait une grande opération d'urbanisme, une GOU, comme on dit, cette grande opération d'urbanisme devrait obligatoirement et comme condition même de son existence, prévoir une densité minimale de construction, le cas échéant déclinée par secteur. Donc, GOU égale densité minimale, le cas échéant déclinée par secteur. Alors, c'est important, mais en même temps, on ne nous dit pas à quel niveau la densité minimale de construction doit être fixée. Donc, de ce point de vue-là, c'est évidemment le seuil qui sera important plus que la densité minimale, mais enfin, je crois que la mesure est ici plus de l'ordre du symbole qu'autre chose. De même, toujours dans cet aspect de densification, on a vu qu'il pouvait y avoir, en matière de friche, des majorations de constructibilité. Dans l'article L152.6, qui est l'article qui liste pas mal de ces majorations. Alors cet article a été complètement réécrit au Sénat et il y aurait, si je roule encore, un septièmement qui prévoit qu'en plus de toutes les dérogations auxquelles vous êtes habitués, les 30% par-ci, les 50% par-là, on aurait en septièmement une dérogation supplémentaire au présent de 15% des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation ne peut concourir à excéder 50% du déplacement total. Bon, je ne voudrais pas être de ceux qui interpréteront la formule « construction contribuant à la qualité du cadre de vie par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres », parce qu'honnêtement, ça veut dire quoi? Qu'il faut des espaces verts entre les habitations, ça veut dire qu'il faut des espaces de mobilité douce. Je ne sais pas très bien, mais on voit bien l'idée. 15% de plus, qui se rajouterait aux autres dérogations, qui peuvent d'ailleurs se rajouter aussi à une dérogation supplémentaire de 5% des règles de gabarit et de surface pour les constructions, mais ça existait déjà, dont la réalisation présente un intérêt public pour la qualité, l'innovation et la création architecturale. Donc, non seulement le droit de l'urbanisme ne revient pas sur toutes les dérogations qu'il pose de plus en plus, mais on voit bien qu'il les accroît sans arrêt et que c'est devenu maintenant un mode de confection du droit de l'urbanisme. Il y a la règle, il y a la dérogation, et il n'y a pas finalement de règle sans dérogation, je ne veux pas dire dérogation sans règle. Intéressant également, dans cette logique de densification, c'est une modification
loi sur les lotissements, 442-10, et vous savez, les documents du lotissement, le règlement, le cahier des charges, et il est dit, c'est la 442-12, que la subdivision va être soumise à la réglementation, justement, de 442-10. Donc, si on veut subdiviser des lots de lotissement, normalement, il faut jusque-là l'accord de la moitié des propriétaires détenant ensemble les 2 tiers au moins de la superficie, ou les 2 tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie. On considère que le morcellement des lots actuels de lotissement est une solution de densification. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les PLU, on fait des lots vraiment de plus en plus petits, scandaleusement petits, et qui poseront des problèmes sans doute d'inconvénients de voisinage, et les maires commencent à le voir, mais c'est ainsi. Eh bien, la loi veut aller absolument dans ce sens-là, puisque on voudrait, dans un article 53 bis A, modifier l'article 442-10 en disant, eh bien, les majorités, c'est plus 2 tiers, moitié, mais c'est moitié-moitié. Donc, la moitié des propriétaires détenant ensemble la moitié de la superficie le demande ou l'accepte. Et à ce moment-là, eh bien, l'autorité compétente pourrait modifier à la hausse, mais seulement à la hausse, le nombre de lots autorisés au sein du lotissement afin de permettre une subdivision en application de 442-12. Voilà. Donc, plus de lots de lotissement, plus facile, mais il faudra quand même qu'il y ait cette majorité qui ne sera pas si facile que ça, forcément, à obtenir. J'ai aussi, dans mon petit panel à la Prévert, des mesures qui on pourrait qualifier comme de dissuasion d'artificialisation. Et vous allez voir que ces mesures vont vous intéresser parce que c'est des mesures qui vont concerner directement les constructeurs et les promoteurs, au sens large du terme. Alors, ça fait partie de, je dirais, des idées qu'il faut que les bâtiments soient évolutifs, etc. L'article 54 du projet nous dit aujourd'hui, enfin, nous dira s'il va jusqu'au bout, que préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, donc préalablement aux travaux de construction d'un bâtiment, c'est très large, hein, c'est tous les bâtiments, il est réalisé une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci, y compris par sa surélévation. Donc, alors évidemment, il y aura sans doute un décret, enfin c'est prévu, il y aura un décret en Conseil d'État qui vont déterminer les catégories de bâtiments, etc. Mais l'idée, c'est qu'a priori, pour la plupart des bâtiments, il y aura obligatoirement une étude du potentiel de changement de destination et d'évolution de celui-ci. Alors, il est précisé que changement de destination, c'est vraiment par rapport aux catégories que de l'urbanisme, et puis potentiel d'évolution, c'est l'évolution sans changement de destination, c'est-à-dire est-ce qu'on peut rajouter une pièce, est-ce qu'on peut faire plus haut, plus large, enfin bref. Y compris donc par sa surélévation. On va se dire, tiens, c'est un nouveau document qui va être annexé au permis de construire, enfin la demande de permis de construire, parce que je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 47 pièces qui peuvent être annexées au permis. Ce sera une 48e. Non, non. Parce que quand même, le législateur se dit, c'est peut-être trop, c'est trop, et de toute façon, ça ne sert à rien qu'il soit annexé au permis, puisqu'il n'est pas vérifié, enfin, ceux qui le sont à l'heure actuelle, ils ne sont pas vérifiés par le service instructeur. Le service instructeur vérifiant simplement qu'il y a la pièce, le reste s'en fiche. Donc, maintenant, si la loi est votée, on va changer d'optique, on va dire, non, ça ne va plus rentrer dans le permis de construire, mais il est dit, donc la personne morale ou physique chargée de la réalisation de cette étude remet au maître d'ouvrage un document attestant sa réalisation. Alors, c'est amusant, un document attestant sa réalisation, on pourrait penser quand même qu'il lui remet l'étude, ce serait bien, parce que s'il met un document en disant « j'ai fait l'étude, mais je ne vous remets pas l'étude », ce serait bizarre. Donc, la phrase est à voir. Le maître d'ouvrage transmet cette attestation au service d'État compétent dans le département avant le dépôt de la demande de permis. Mais ce n'est pas lié à la demande de permis, c'est précisé expressément. Donc, ce sera envoyé au service de la construction, il y aura une base pour ça, et puis ce sera stocké là, et ce sera vérifié probablement au titre du droit de la construction, et donc des
des mesures de sanction du droit de la construction et plus du droit de l'urbanisme. Donc, vous voyez qu'on revient là sur une idée qui avait été assez fréquemment utilisée, c'est que finalement, le permis de construire servait un petit peu, enfin la demande de permis de construire, de réceptacle de pas mal d'obligations extérieures pour vérifier qu'elles avaient été faites. Non. En cas de démolition, eh bien, je vous rappelle que en cas de démolition, il y a déjà des obligations qui sont faites pour certains travaux de démolition, notamment le diagnostic relatif à la gestion des produits, matériaux et déchets, qui est exigé notamment au sens de l'article R143 pour les démolitions d'une surface brute de plus de 1000 m² ou pour les démolitions ayant accueilli une activité agricole, industrielle, commerciale ou de stockage d'une fabrication, etc. Ayant été le siège d'un stockage, ce qui veut dire que c'était quand même ici assez limité, mais 1000 m², ça peut représenter quand même assez facilement pas mal de démolitions, et notamment démolitions dans les friches industrielles, pour reprendre cet exemple-là. Et dans ce cas-là, eh bien, le législateur rajoute une obligation, puisque dans ces zones-là, il va y avoir l'obligation de vérifier que donc il y a bien gestion des produits, matériaux et déchets issus de ces travaux. C'est ça la nouveauté de l'article 54 bis de la loi, qui sera probablement moins contraignant que celui qui avait été prévu. Alors, j'en ai terminé avec ces règles de densification. Sur maintenant, ce qu'on pourra appeler, alors pas la recodification, parce que c'est pas ça, mais le prurit de la législation par ordonnance. Il y a un article 55 dans la loi qui a été supprimé au Sénat, mais qui risque de revenir, parce que le Sénat n'aime pas beaucoup les ordonnances, on le sait bien. C'est l'habilitation à prendre une ordonnance pour adapter les outils d'urbanisme dans le sens de la rationalisation et de l'utilisation des sols. Donc, ça veut dire en clair que tout ce qu'on vient de voir avec Pierre Soler-Couteau et moi-même, qui est déjà extrêmement compliqué, qui est déjà extrêmement nouveau, tout ça, c'est pas suffisant. Non, c'est pas suffisant. Il faut encore faire plus et mieux. Et quand on regarde le but de cette ordonnance, qui devrait peut-être un jour sortir, c'est renforcer, rationaliser les conditions d'ouverture à l'urbanisation dans les règles d'urbanisme et dans les documents d'urbanisme. Vous croyez que c'était déjà fait? Réduire le délai de réalisation du bilan du PLU, etc. Ensuite, étendre les possibilités, notamment dans les secteurs tendus, de déroger aux documents d'urbanisme pour les projets qui font la démonstration de leur sobriété foncière. Ça, c'est quand même extraordinaire. Un projet qui fait l'objet d'une sobriété foncière, il aurait droit à des dérogations aux documents d'urbanisme. Mais qu'est-ce que c'est que la sobriété foncière? Ça veut dire qu'il utilise peu de terrain. Mais alors, par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'il n'utilise qu'une petite partie du terrain qu'il a acheté, ou qu'il est haut. Enfin, bon, on peut espérer que tout ça sera quand même précisé. Ensuite, introduire des objectifs de sobriété foncière dans les documents de planification relatifs à l'habitat, notamment le PLH, et dans le plan de mobilité urbain. Rationaliser les procédures pour faciliter la réalisation de projets d'aménagement dans les zones déjà artificialisées, ORT, GOU, OIN. Voilà ce qui nous attend peut-être en plus demain. Alors, dans les documents parlementaires, on trouve quand même des choses intéressantes. Depuis 2017, le Code de l'urbanisme a été modifié par 27 lois, 12 ordonnances et 60 décrets depuis 2017. Est-ce que vraiment il ne faut pas s'arrêter un jour? Parce que, évidemment, c'est très sympathique qu'on discute ensemble de ces nouveautés, on y prend un certain plaisir, mais c'est un certain plaisir quand même, en même temps attristé, parce qu'on se dit, mais mon Dieu, comment va-t-on faire?
Alors, avant de conclure, je voudrais vous faire part de deux petites modifications qui peuvent être intéressantes, enfin l'une d'un point de vue pratique et l'autre peut-être un peu plus théorique. D'un point de vue pratique, vous savez que depuis deux arrêts du Conseil d'État de janvier et mars 2020, de manière d'ailleurs assez peu surprenante, le Conseil d'État a dit que la réglementation des AFUL et des ASL n'était pas compatible avec celle du domaine public et que donc il y avait un problème entre les deux, et il a repris en fait ce qu'il avait, sa formule qu'il avait utilisée en 1994 dans l'arrêt à la préservatrice foncière en matière de copropriété. Donc le domaine public ne pouvait pas être en copropriété, enfin, les deux étaient incompatibles, ça on le savait. Maintenant, c'est la même chose avec AFUL et ASL. Et là, ça posait quand même de sérieux problèmes parce qu'on disait, mais alors comment, dans les ensembles immobiliers où il y a du domaine public, comment est-ce qu'on va faire pour gérer? Et la réponse, je crois qu'elle était apportée implicitement, enfin c'est comme ça que moi je l'avais interprété dans le deuxième arrêt du Conseil d'État, où il disait, finalement, les décisions prises par les assemblées, elles ne gênent pas l'organisme qui a le domaine public, donc le fait qu'il y ait des terrains de domaine public n'empêche pas que les décisions de prise s'appliquent à tout le monde, y compris donc au domaine public. Et par contre, la difficulté, c'était évidemment qu'au regard de l'inaliénabilité du domaine public, de son insaisissabilité, la règle de l'hypothèque légale qui était prévue dans la loi, aussi bien d'ailleurs sur la copropriété que sur les AFUL et les ASL, elle ne pouvait pas matcher, si je puis dire, avec le droit de la domanialité publique. Donc, de manière, alors là, complètement extérieure, à mon avis, à l'artificialisation des sols, on a un article 53, qui nous dit que lorsque des personnes publiques sont membres d'une association syndicale de propriétaires, l'hypothèque légale ne s'applique pas à ceux de leurs immeubles qui appartiennent au domaine public. Voilà. Donc, fin, je dirais, de partie. On pourra avoir des personnes publiques membres d'AFUL ou d'ASL, mais si elles ne payent pas, il n'y aura pas d'hypothèque légale parce que ça, c'est pas possible. Et puis, pour terminer, une petite gâterie sur la domanialité publique encore. Alors, c'est pas dans ce chapitre-là, mais ce qui est intéressant, c'est sur l'évolution des chemins ruraux. Alors, vous allez me dire, ça n'a vraiment aucune importance, sauf que ça reflète un peu certaines évolutions idéologiques par rapport à la domanialité publique. Jusque-là, la désaffectation, c'était le fait que le bien, il n'était plus accessible au public. Mais il était plus accessible parce que, dans ce nombre de cas, c'est la personne publique qui avait décidé la désaffectation. Or là, pour ces chemins ruraux, on nous dit que la désaffectation, qui est un préalable nécessaire à leur aliénation, ça on est tout à fait d'accord, ne peut résulter que d'une cause spontanée. Sous-entendu, tant que les gens passent sur le chemin rural, le chemin ne peut pas être désaffecté. Et donc, finalement, il y aurait ici une certaine conception de la domanialité publique qui serait laissée au bon vouloir du public. Je trouve que c'est une idée intéressante, mais dangereuse. Alors, pour conclure, vous voyez que après ces deux exposés, on a toujours plus de règles, aussi toujours plus de dérogations, et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est pas quand même une écologie punitive ou une écologie vertueuse? Chacun appréciera. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Et surtout, la question que moi je me pose, c'est on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un déficit de construction, la chute du nombre de permis est quand même importante, surtout dans le logement social. Or, on nous demande très logiquement de construire plus, de construire pas trop cher, avec des constructions dont le coût de construction est de plus en plus élevé à cause des règles environnementales, et sur des terrains qui vont être de plus en plus rares, donc forcément de plus en plus chers. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver? Et comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une législation qui multiplie les obligations et en même temps les dérogations et les expérimentations? Donc, je dirais que la loi s'appelle Climat et Résilience. Je pense que surtout, c'est les opérateurs économiques qui devront faire preuve d'une très grande résilience par rapport à la loi climat. Merci.
Merci beaucoup, professeur Perrinet-Marquet. Merci beaucoup également à Pierre Soler-Couteau qui nous a balayé large le champ des dispositions sur l'artificialisation, enfin sur la lutte contre l'artificialisation nette des sols. Effectivement, vous avez entièrement raison quand vous parlez du nombre de textes sortis. Donc, c'est très intéressant le chiffre que vous nous avez donné. Et on l'avait bien remarqué. Alors, positivement, ça permet de rester jeune en éveil pour les juristes, quels qu'ils soient. Ça nous permet d'être tout le temps en train d'être en veille et d'essayer de suivre le législateur. Dans mon activité, je fais un aveu public devant tout le monde, c'est que ça me déculpabilise totalement quand on me pose une question et que je dis je ne sais pas parce que ça vient de changer. Et personne ne m'en veut. Tout le monde comprend qu'effectivement, vu la vitesse à laquelle, parce que en plus là, professeur, vous avez parlé de la loi, des ordonnances et des décrets, mais il y a aussi la Cour de cassation et le Conseil d'État qui n'arrêtent pas d'agrémenter tout ça de leurs décisions. Et juste pour faire un aveu, lorsque j'ai lu le texte de ce chapitre Se loger, et quand je suis arrivé à la fin et que je suis tombé sur cet article qui autorise le gouvernement à prendre des ordonnances, effectivement, je me suis demandé, mais le reste de la loi, à quoi elle sert, puisque les ordonnances portent sur la totalité de tout ce qui peut toucher l'artificialisation ou la traduction du zéro artificialisation dans le PLU. Donc, mais c'est pas grave, comme disait ma mère, faire et défaire, c'est toujours travailler. Donc comme ça, on a du travail. Un point sur, si vous permettez, j'ai une question sur l'expropriation dans les friches. Alors bon, le délai de 3 mois, je me semble absolument incompréhensible. Mais premièrement, l'expropriation, c'est quand même une atteinte aux droits de l'homme, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, un droit sacré. Le droit le plus absolu dans le Code civil, mais à part ça, si la friche est en friche, si la zone d'activité commerciale est dans un état tel qu'il est en friche, je ne vois pas comment une ville qui viendrait acquérir cette friche, qui viendrait l'exproprier pour l'acquérir, je ne vois pas ce qu'elle en ferait, parce que c'est pas parce qu'on est propriétaire qu'une activité économique pousse comme un champignon, c'est qu'il y avait un problème. Bon, donc c'est pas si simple que ça de dire j'exproprie et donc tout ira bien. Alors évidemment, on peut toujours viser les propriétaires nonchalants qui ne travaillent pas et qui ne font rien de leurs biens, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Bon, enfin, voilà, ça fait partie des questions. Et j'ai bien noté également ce que disait Pierre Soler-Couteau, c'est que dans l'artificialisation des sols et dans la lutte contre l'artificialisation des sols, ce qui compte beaucoup, c'est l'échelle. Effectivement, selon qu'on se place au niveau national ou au niveau départemental ou communal, ça ne donne pas les mêmes choses. Merci beaucoup. On avait, je crois, une question qui avait été posée lorsque Pierre Soler-Couteau faisait son exposé. Je laisse le professeur Soler-Couteau décider s'il répond ou non à la question. C'est une remarque faite par un de nos participants qui dit « Bonjour, dans les PLU communaux, il y a déjà un minimum d'espace vert sur dalle ou sur pleine terre pour les nouvelles constructions. Est-ce que ce n'est pas la même chose que de définir un minimum de désimperméabilisation ou un maximum d'imperméabilisation des sols ?» Donc, je ne sais pas si c'est une question technique, si c'est une remarque ou si c'est une question sémantique. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Monsieur Soler-Couteau. Oui. Bon, en ce qui concerne l'imperméabilisation, bien sûr, ça peut renvoyer au coefficient d'espace vert, etc. Mais la désimperméabilisation, il me semble que c'est tout à fait autre chose, puisque ça va, le cas échéant, conduire à, lorsqu'il y a des interventions sur l'existant, peut-être à réduire le coefficient d'emprise de sol, notamment en cas de reconstruction à l'identique, par exemple. Enfin, c'est ce qui me vient à l'esprit en disant, bah oui, c'est reconstruction à l'identique, sauf que vous avez une obligation de désimperméabilisation. Encore une fois, c'est 2 lignes ou 3 lignes. C'est assez. Je pense d'ailleurs que ça concerne plus l'urbanisme commercial, par parenthèse, que l'habitation. Très bien.
messieurs, je vous remercie encore une fois, vraiment du fond du cœur. C'est la dernière conférence qui clôt l'année scolaire, l'année universitaire. J'espère vraiment qu'on pourra continuer notre partenariat, et comme en plus le législateur fait tout pour qu'on ait des thèmes, des thèmes pour les conférences et pour les séminaires, donc c'est parfait. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui ont participé pendant ces 2 heures, qui ont assisté à cette conférence de manière constante, et je vous dis à tous à très bientôt, bonnes vacances de manière un peu anticipée, et puis donc à l'année prochaine. Merci.